Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Le coup d'État au Myanmar, l'ex-Birmanie, était écrit d'avance, il était prévisible, il avait même été annoncé puis démenti. Et pourtant, il donne l'impression d'avoir pris tout le monde de court. C'est à l'image de cette jeune femme qui faisait de l'aérobic mardi matin, qui faisait son entraînement sur le rond-point Royal Lotus près du Parlement, à Naypyidaw, la capitale du pays. On va écouter la musique en même temps qu'on la regarde ainsi s'échauffer et même s'entraîner. Elle danse, elle s'entraîne pour un concours de fitness et elle vient là régulièrement au réveil. On voit qu'elle est concentrée sur son rythme, sa respiration, et elle ignore ce qui se passe derrière elle, que les militaires ont dressé un barrage sur cette immense avenue. Elle n'a pas remarqué le convoi de voitures officielles flanqué de deux blindés légers qui viennent passer. Et elle ne comprend pas en fait qu'un coup d'État est en cours. Et c'est seulement après avoir posté sur Facebook cette vidéo, qui est devenue d'ailleurs totalement virale, que le monde entier a vu, qu'elle a appris que Aung San Suu Kyi avait été arrêté, le président du pays aussi, et donc que les généraux avaient repris le pouvoir. Elle a fait beaucoup pour le fitness, je crois, et l'aérobic, davantage que pour la Birmanie. On va rejoindre Sophie Boisseau-du-Rocher, qui est spécialiste de toute cette région, qui travaille à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, qu'on connaît bien ici à Télé-Sud, qui a été aussi responsable auprès de la délégation des affaires stratégiques du ministère de la Défense du Centre Asie, si j'ai bien compris. Bonjour madame. Bonjour. Alors je ne vais pas vous demander si vous faites de l'aérobic, mais est-ce que vous avez été prise de court, vous aussi, mardi matin ? Écoutez, oui, évidemment, on a été surpris. C'était lundi matin. C'était exactement dans la nuit de dimanche à lundi que j'ai été avertie de ce coup d'État. Alors, il y avait des signes qui annonçaient crise entre l'armée et Aung San Suu Kyi. Néanmoins, on espérait quand même que la première session du Parlement, qui devait se tenir lundi matin, aurait lieu et qu'elle pourrait symboliquement montrer son pouvoir. Précisément, les militaires n'ont pas voulu lui laisser le choix. Oui, les militaires, en fait, alors, toute l'énigme, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont agi, et pourquoi ils ont agi d'abord aussi tard, parce qu'ils sont intervenus donc lundi matin, effectivement, alors que la session parlementaire allait rouvrir avec les nouveaux élus, ceux qui ont été donc désignés au mois de novembre. À ces élections de novembre, le parti d'Aung San Suu Kyi a obtenu une majorité totalement écrasante, ne laissant que 33 sièges sur 476 au parti de l'armée, le parti de la solidarité et du développement de l'Union. C'est un désaveu qui a pesé très lourd sur la décision des militaires. Ils ont été humiliés. Absolument, c'est vraiment l'humiliation supplémentaire. On pourra refaire l'histoire, entre guillemets, mais on voit que les militaires ont à plusieurs occasions essayé de décrédibiliser Aung San Suu Kyi et ils n'y sont pas arrivés. Et là, le résultat des élections, ils ont perdu plus de 2/3 des sièges qu'ils avaient dans la législature précédente, est évidemment un camouflet. Et surtout, ça ouvrait la porte à une éventuelle révision de la Constitution, ce qu'ils ne voulaient absolument pas. Oui, ils ne voulaient pas se laisser entamer, ils craignaient l'avenir. Mais attendez, d'abord, ils ont protesté contre les irrégularités du scrutin. Alors, depuis l'élection de Joe Biden, on est un peu habitué à ces protestations, mais ils ont dénoncé donc des fraudes massives. Est-ce que ce sont des sornettes absolues ? Ou est-ce qu'il y a quand même un doute sur une partie du scrutin à cause du coronavirus et à cause de l'annulation dans un certain nombre de districts justement du vote qui touche quand même plusieurs millions de Birmans? Alors, il y a effectivement quelques doutes et probablement quelques ratés. Quand on connaît la Birmanie, quand on connaît la géographie de la Birmanie, quand on connaît les infrastructures, on sait qu'il est très difficile de se rendre certaines régions du pays. Et évidemment, là, il y a un flottement. Néanmoins,
deux choses. Le premier, c'est le plébiscite quand même en faveur de la LND. 82,5% des sièges, c'est énorme. Et que même s'il y a je dirais un doute sur 10%, on reste quand même dans une victoire sans équivoque. Et le second point, c'est que la commission électorale a jugé que le résultat des élections était fair et transparent. Donc voilà, qu'il n'y avait pas lieu de revenir là-dessus. Oui, mais alors, Sophie Boisseau du Rocher, oui, justement, on a eu l'impression que la commission électorale et le parti au pouvoir, le gouvernement, haussaient les épaules, n'écoutaient pas les protestations des militaires, qu'ils ne les prenaient pas vraiment au sérieux. Est-ce qu'ils ont été aveuglés par leur succès, ou est-ce qu'ils ont cru que l'armée s'était laissé limer les dents et qu'elle ne pouvait plus mordre? Écoutez, les deux probablement. Il y a effectivement là des erreurs d'analyse, mais il y a aussi, si vous voulez, le facteur temps qui joue. C'est-à-dire que la LND pensait qu'avec cette première session, elle allait pouvoir définitivement conforter son assise sur les rouages politiques. Et donc, l'armée a voulu agir plus vite. Donc, ça a été vraiment, si vous voulez, une guerre pour gagner cette première journée du 1er février. Ce qui est important de bien comprendre également, c'est qu'il y a une espèce de règlement entre le général Min et Mme Aung San Suu Kyi. Donc, et voilà, il y avait là une rancœur personnelle que le général voulait assouvir certainement. Et c'est pour ça, vous croyez qu'il y a eu une hésitation de l'état-major, qu'ils ont attendu le dernier moment pour agir? Écoutez, ce que l'on sait, alors on sait très peu de choses sur cette armée birmane, sur la Tatmadaw. Ce que l'on sait, c'est que ce n'est certainement pas un corps homogène, qu'il y a différentes factions. Il y a donc eu certainement discussion, et c'est le général qui l'a emporté en dernier ressort. Mais il est évident, si vous voulez, que ce que craignait l'armée, c'est que la LND parvienne à corrompre, entre guillemets, quelques officiers qui auraient voté pour un changement constitutionnel dans les mois qui suivraient. Et donc, c'était ça peut-être aussi que reflète ce coup d'État. Alors, les putschistes annoncent des élections multipartites, pluralistes, dans un an. C'est se moquer du monde, c'est juste, c'est une plaisanterie, une mauvaise plaisanterie? Absolument, c'est vraiment de mauvais goût même, parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant qu'ils acceptent le résultat d'élections libres, puisqu'ils savent parfaitement, depuis qu'ils ont lancé le premier scrutin en 1990, que la LND est largement majoritaire dans le pays. Et à chaque fois qu'il y a eu un scrutin, la LND l'a remporté. Oui, ça fait 30 ans en fait qu'ils sont dans le déni, dans le refus. C'est incroyable. Absolument. Et là, très grave, précisément, c'est qu'on revient 30 ans en arrière. Alors expliquez-nous, parce que donc c'est la troisième fois depuis l'indépendance que les militaires font un putsch, et donc ils ont régné pratiquement 50 ans depuis les années 60. Ils ont pratiquement exercé toujours le pouvoir. Ça aurait dû les dégoûter quand même de continuer. Au bout d'un moment, on lâche la rampe en général, non? Mais vous savez, quand on en retire des bénéfices très concrets, on n'a pas envie de lâcher la rampe. Et là, précisément, c'était l'enjeu, si vous voulez. Il y a non seulement un enjeu de contrôle politique, mais il y a également derrière tout cela des enjeux financiers très concrets. L'armée, depuis 50 ans, est intervenue dans l'ensemble de la structure économique du Myanmar, légal d'ailleurs, certains trafics et contrôles, et évidemment la mise en place de règles de droit, la mise en place d'une meilleure gouvernance leur posait problème, puisqu'elles attaquaient, si vous voulez, l'économie de l'armée. Alors on dit que cette armée birmane suscite la méfiance de l'opinion, le ressentiment, le mépris même par rapport à sa corruption dans l'opinion. C'est vrai ça? Ah, c'est absolument vrai. Ce qui est étonnant, c'est de voir la méfiance qui règne vis-à-vis de l'armée. Vous savez, depuis 50 ans, l'armée a fait finalement peu de choses pour le pays.
mais a fait beaucoup pour ses intérêts. Et donc, ce que savent les Birmans, c'est que certes, le pouvoir de la LND n'était pas parfait. Il avait de nombreuses défaillances. La LND n'avait jamais exercé d'ailleurs des responsabilités avant de gouverner en mars 2016. Et en revanche, ce qu'il savait, c'est que le 50 ans qui avaient précédé étaient des 50 ans de peur, 50 ans d'intimidation, de violence, voire de razzia. Donc, il n'y a aucune raison objective aujourd'hui que les Birmans fassent confiance à l'armée. Alors, l'étranger proteste avec plus ou moins de véhémence. Les Américains exigent la libération immédiate de toutes les personnes qui ont été emprisonnées. Anthony Blinken a été ainsi, les a assommés vraiment les militaires de plier. Singapour s'inquiète, l'Inde aussi, les Européens dénoncent. Est-ce que les uns et les autres ont des moyens de pression réels sur les militaires birmans? Non. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est celui des sanctions. On sait maintenant, avec les régimes de sanctions qui ont été mis en place régulièrement en Birmanie et ailleurs, que les sanctions ne fonctionnent pas ou très peu. Donc, c'est le premier point. Et puis, il y a également, je dirais, la psyché birmane et le contexte occidental des militaires birmans, qui finalement sont véritablement autistes par rapport à l'extérieur. Donc, ils n'accordent aucune importance aux menaces extérieures. Ça fait 50 ans qu'on leur envoie des invectives et des injonctions. Ils sont simplement, vraiment, même à l'égard des Chinois, ils gardent une certaine distance. Donc, vous imaginez, les Occidentaux, ça fait partie d'un lointain qui ne les atteint pas. Il ne faut pas oublier également que la colonisation britannique a été particulièrement brutale, a laissé de très mauvais souvenirs. Elle s'est faite en 3 guerres. Il a fait 3 guerres que les Britanniques contrôlent l'ensemble du territoire. Et donc, c'est pour eux un souvenir particulièrement pénible et humiliant. Et donc, beaucoup plus facile d'activer un nationalisme exacerbé que d'être sensible aux menaces de l'Occident. Mais attendez, parce que sur les sanctions, on a cru qu'en 2015, quand je me souviens, il y a eu cette ouverture, que les militaires, justement, voulaient lever un peu le couvercle et que la levée des sanctions, le retour des investisseurs leur avait beaucoup profité. Écoutez, d'abord, la levée des sanctions ne date pas de 2015, mais de 2011, quand le gouvernement militaire est devenu un gouvernement civil. Donc, il y a eu 4 années qui ont été d'ailleurs qui se sont très bien passées, où le gouvernement de Thein Sein a réussi cette ouverture contrôlée du pays. À partir de 2015, effectivement, il y a eu une présence forte des Occidentaux dans le pays, mais clairement, ça n'a pas suffi pour conforter la trajectoire vers la démocratisation. Il faut voir aussi qu'on est responsable de cette situation, puisque à partir de l'été 2017, nous avons arrêté et nos investissements et nos programmes d'aide et je dirais la visite touristique, et que donc Aung San Suu Kyi, après les événements déjà, et Aung San Suu Kyi s'est trouvée dans une situation très délicate où elle devait poursuivre la transition démocratique sans avoir les moyens financiers de le faire. On va parler de la dame de Rangoon, parce que finalement, les Occidentaux se sont beaucoup intéressés à cette affaire, parce qu'il y avait une personnalité incroyable qui a incarné comme ça tout un espoir, et puis aussi un esprit de résistance, ce prix Nobel. Mais je reste un instant sur cette histoire de réaction de l'étranger. On a l'impression que seule la Chine aurait les moyens de pression réels sur les dirigeants du Myanmar. Est-ce qu'on doit imaginer que la Chine a laissé faire le coup d'État, qu'elle était au courant?
Alors, deux choses. La première, c'est que la Chine n'a pas les mains libres, pour ma part, hein. Il faut être très clair. La Chine avait d'énormes projets. On a parlé du fameux barrage de Yongbyon, mais elle a également d'énormes projets dans le cadre des routes de la soie. Et à chaque fois, les Birmans ont redimensionné à la baisse ces projets. Donc, il y a une méfiance, je dirais, viscérale des Birmans à l'égard voisins chinois. Ouais. Ceci dit, ils savent parfaitement que pour des raisons de statut extérieur, la Chine a besoin d'alliés et qu'elle ne va pas intervenir pour défendre évidemment la démocratie. Donc ils savent qu'ils peuvent par défaut compter sur la santé de la Chine. Est-ce que les Chinois étaient au courant de la préparation de l'État? Il se trouve que le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, était à au mois de janvier. Honnêtement, je n'ai pas encore d'informations. On ne le saura pas avant 1000 ans, s'il faut attendre l'ouverture des... Absolument. Bon. Des archives. Explique-moi quand même, parce que on sait que la Chine sert parfois de médiatrice avec certains des groupes armés, parce qu'il y a au Myanmar beaucoup de groupes ethniques, c'est une mosaïque avec des guérillas, des irrédentismes, avec des trafics de drogue aussi évidemment, et que la Chine a pu servir parfois de médiatrice entre le gouvernement central et ces groupes. Alors c'est quoi? Elle joue l'ordre et le désordre à la fois? C'est la grande puissance qui a une sorte de réflexe colonial comme ça? Absolument, exactement. J'allais dire que la Chine a adopté le même comportement que les Britanniques au siècle dernier. C'est-à-dire présenter un certain ordre et une certaine unité nécessaire pour protéger l'économie. Et donc la Chine participe à ce type aux négociations pour des accords de cessez-le-feu avec certaines ethnies et en même temps entretient des guérillas, notamment récemment l'armée de l'Arakan, l'armée bouddhiste qui réclame l'indépendance, l'autonomie en tout cas de l'Arakan, soutenue par donc, si vous voulez, il y a cette ambivalence, tout le jeu chinois qui, précisément, entretient la méfiance vis-à-vis des autorités. Mais alors, est-ce que la méfiance n'est pas réciproque? Parce que avoir une démocratie à sa frontière, ça aurait été un caillou dans la chaussure de Xi Jinping, c'est un mauvais exemple, non? Certainement, mais vous savez, gérer les militaires, c'est aussi difficile. Peut-être d'une certaine façon, et dans une certaine mesure, l'armée birmane est plus nationaliste que Aung San Suu Kyi. Donc, ça va être difficile aussi pour la Chine de gérer maintenant des militaires qui sont excessivement sensibles à certains intérêts nationaux. Donc, je ne sais pas encore. Ce qui est évident, c'est que ce coup d'État met à l'extérieur les pays occidentaux et que ça, c'est un bon plan pour les Chinois. D'accord, mais juste encore un instant sur la Chine. Il y a un an, Xi Jinping s'est rendu sur place. Oui. Ça a donné quoi? C'était une simple visite de chantier ou est-ce que ça a fait bouger les choses à Naypyidaw? C'est très intéressant parce que pendant la visite de Xi Jinping, il y a eu la signature de 33 accords. Donc tout le monde a dit, ça y est, c'est le retour de la Chine. Or, quand on lit précisément ces accords, on voit qu'il s'agissait d'accords non engageants. Et ça, c'est typique, c'est-à-dire qu'on signe pour ne pas perdre la à Xi Jinping, mais néanmoins, on n'accorde rien de plus aux Chinois qu'on est accordé aux Occidentaux ou aux Japonais. Donc en fait, vraiment le maintien de cette distance qui est jugé par les Birmans qui ont à nouveau peur des Chinois, qui se méfient des Chinois. Et ce barrage, ce gigantesque projet-là, qui est suspendu, on en est où maintenant? Écoutez, les Chinois sont revenus sur l'affaire, proposant des changements, et notamment la mise en place de mécanismes de surveillance écologique pour s'assurer que les équilibres ne seraient pas rompus. Néanmoins, ce qui apparaît très clairement, c'est que l'énergie produite par ce barrage
partirait en grande majorité en Chine. Et donc, pour l'instant, effectivement, résiste en... Un mot d'Aung San Suu Kyi. Elle a donc, son père avait été assassiné par les militaires. Elle-même, elle a été enterrée vivante pendant des décennies par la junte au pouvoir. Est-ce que finalement, elle s'est laissée endormir ces dernières années et elle a cru que la cohabitation pouvait continuer sans difficulté? Ah non, je crois qu'elle était tout à fait au courant des contraintes qui étaient les siennes et de la fine marge de manœuvre qui était la sienne. Vous savez, en fait, son action politique était tout à fait entravée par la Constitution de 2008 et elle a dû faire avec. Sa grande habileté a été de... Elle s'est fabriqué un poste sur mesure avec un titre. Exactement, elle s'est fabriqué un poste sur mesure qui lui a permis de contourner le fameux article 59F qui interdit à tout citoyen birman qui a épousé un étranger d'exercer les plus hautes fonctions de l'État. Et donc, en se créant ce poste de conseillère spéciale, elle a réussi à contourner ce fameux article et elle a évidemment provoqué la fureur des militaires. Il faut bien comprendre également qu'en mars 2020, elle a déposé des amendements, enfin la LND a déposé des amendements au Parlement pour corriger cette institution, amender cette institution. Et que là, les militaires ont vu une menace directe à leurs intérêts et à leur contrôle sur les rouages politiques. Mais alors, ce qui est très paradoxal, c'est qu'aux yeux des Occidentaux, elle a été l'avocat de ces militaires et elle leur a même servi de caution. Elle est venue à La Haye devant la Cour internationale de justice pour donner la version birmane à ce qui s'était passé, à cet exode des Rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh voisin. Oui, alors là, je crois qu'il faut être quand même très très prudent parce qu'on lui a... on a jeté un haro sur sa décision, alors qu'en fait, c'était la seule solution qu'elle pouvait véritablement adopter. Il faut quand même avoir à l'esprit que 3 mois après avoir assuré les fonctions de conseillère d'État, elle a mis en place une commission consultative sur les Rohingyas qui a été dirigée par Kofi Annan et qui a rendu un rapport qui proposait des solutions. C'était quand même la première fois qu'une telle négociation était engagée. Et alors, effectivement, le dossier est à ce point sensible qu'il ne pourra pas trouver de solution de façon rapide. Mais il y avait là, si vous voulez, un processus qui était engagé et qui pouvait permettre d'espérer des solutions pour cette population Rohingya. Et il est quand même très bizarre de remarquer que le rapport a été rendu à la mi-août par Kofi Annan et que les premières exactions de l'armée ont eu lieu le 24 août. Donc tout de suite, si vous voulez, il n'y a eu aucune chance pour que ce rapport et que les solutions préconisées puissent être mises en œuvre. Et avec ces exactions, les militaires espéraient bien décrédibiliser l'action d'Aung San Suu Kyi sur le plan international, puisque vous savez que par la Constitution de 2008, les militaires, effectivement, contrôlent 3 ministères régaliens, l'armée, la sécurité intérieure et les frontières. 3 ministères qui font qu'ils ont un contrôle total sur la question Rohingya. C'est-à-dire qu'elle n'avait rien à dire à l'intérieur sur le nettoyage ethnique quand il était opéré par les militaires? Elle ne pouvait pas dire, si vous voulez, elle pouvait dire, mais elle était prise en tenaille entre à la fois les militaires et le mouvement ultranationaliste bouddhiste qui a une certaine notoriété en Birmanie, au Myanmar. Il est populaire. Il est populaire. Elle n'a pas osé prendre elle n'a pas osé s'opposer aux militaires. Elle n'a pas osé prendre finalement à l'opinion publique, non? Oui, mais si vous voulez, il faut bien avoir à l'esprit que le dossier des Rohingyas est une patate chaude qui a été laissée par les Britanniques. En fait, ces Bengalis sont arrivés en Arakan grâce à l'absence de frontières au sein de l'Empire britannique et que les Britanniques avaient besoin de main-d'œuvre et donc ont favorisé cette arrivée de main-d'œuvre. Et effectivement,
il y a eu, depuis l'indépendance, depuis 1948, aucune solution n'a été trouvée. Donc, si vous voulez, le fait qu'elle puisse réfléchir à une solution était déjà une étape nécessaire et positive. Et le problème des Rohingyas ne sera certainement pas réglé du jour au lendemain, je le répète. C'est une question excessivement complexe. Il y a 135 ethnies officielles au Myanmar. Ces ethnies sont toujours dans une relation tendue avec le pouvoir central. 70 ans d'indépendance, 70 ans de guerre civile. Donc, si vous voulez, la question Rohingya est vraiment considérée comme une question marginale. Mais vous-même qui suivez ce dossier depuis longtemps, etc., et qui visiblement avez gardé votre estime pour Aung San Suu Kyi, vous trouvez que le monde a été très injuste quand on a estimé qu'elle avait déshonoré le prix Nobel de la paix qui lui avait été attribué ? Je trouvais que le monde était particulièrement émotionnel, d'une part. Je me souviens d'un ancien ministre des Affaires étrangères français disant « Aung San Suu Kyi n'est plus mon ami ». Mais ce n'est pas l'objet, si vous voulez. Le combat d'Aung San Suu Kyi n'a pas été compris. On n'a pas soutenu les petits pas qu'elle faisait en faveur d'une solution et on a réclamé une solution immédiate et décisive, ce qui est impossible au Myanmar. Enfin, donc, il y a eu là, si vous voulez, de son côté, une énorme désillusion vis-à-vis du soutien de l'Occident. Et il est clair qu'aujourd'hui, les relations ont été cassées. Est-ce que finalement, elle n'a pas pu empêcher le nettoyage ethnique, elle n'a pas réussi à mettre à genoux les tenants de la dictature, et elle n'a pas énormément réformé à l'intérieur non plus, si j'en crois certains. Est-ce que finalement, le bilan est globalement positif malgré cela ? Attendez, monsieur, il faut quand même être clair. Vous avez vous-même rappelé qu'il y a eu plus de 50 ans de dictature. Pensez-vous que du jour au lendemain, on va établir une démocratie dans un pays multiethnique et qui n'a jamais connu la paix ? Non. Mais... Voilà. Donc, on est bien d'accord. Quand vous vous promenez à Yangon en 2005, en 2015, en 2020, vous voyez la différence. Ah. D'accord ? Et que cette différence, elle devait se conforter dans le temps. Voilà. Et ce que je crois, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on soutienne ce processus plutôt qu'on réclame des changements immédiats. D'un mot pour terminer, vous pensez que c'en est fini pour Aung San Suu Kyi, c'est son action politique voilà, elle va prendre sa retraite désormais, elle a 75 ans, faut-il le rappeler. Les militaires ne la laisseront plus revenir aux affaires. Je ne crois pas qu'elle pourra prendre sa retraite, d'ailleurs, elle ne le souhaite pas. Je crois qu'elle maintiendra son combat, où qu'elle soit. C'est vraiment le combat de sa vie. Elle y a sacrifié sa vie familiale, sa vie personnelle, sa vie conjugale. Son mari est mort en Grande-Bretagne alors qu'elle était maintenue en prison, en tout cas en résidence assignée à Yangon. Donc elle y a sacrifié toute sa vie. Elle ne va pas aujourd'hui renoncer. Néanmoins, elle est aussi confrontée à ses propres faiblesses. Elle n'a pas préparé la génération suivante au sein de la LND et aujourd'hui, il est fort possible qu'elle soit victime de ses propres manquements parce que la LND va manquer de voies alternatives. Merci infiniment Sophie Boisseau-du-Rocher. On verra si Aung San Suu Kyi prend sa retraite ou sa revanche et si elle grandit maintenant qu'elle est à l'ombre. Eh bien, en tout cas, c'est la fin de ce rendez-vous, Ainsi va le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Télé Sud.